Bonsoir. Donc ce soir, le mercredi de l'Anthropocène que nous vous proposons s'intitule La vallée du Gier, territoire prospective. Nous sommes à Saint-Étienne pour aborder cette question. Et je vais commencer par une petite introduction sur le sujet et puis nous échangerons ensuite. Donc la vallée du Gier est un territoire interface, autant au sens géologique et géographique du terme que politique et historique. Géologiquement, la vallée est enserrée par le massif du Pilat au sud et l'extrémité méridionale des monts du Lyonnais au nord. Cette position lui confère sa forme caractéristique de bande étroite où coule d'ouest en est la rivière du Gier, surplombée par une alternance de coteaux cultivés et de collines habitées. Ce paysage atypique a progressivement converti le territoire en un espace circulant. Les marchandises ont d'abord été mises en flux par les différentes vies industrielles, pour reprendre une expression de Georges Guay, qu'a connu le territoire. Les habitants du territoire, estimés à 180 000, eux aussi ont été mis en flux au cours des processus de métropolisation de Lyon et de Saint-Étienne, les deux métropoles qui encadrent le territoire. Et ces processus ont contribué à fonctionnaliser les espaces de l'ère intermétropolitaine. Des espaces sont dédiés au travail, à la consommation, à la résidence. Aujourd'hui, ce sont 42 000 véhicules qui empruntent chaque jour l'autoroute A47, qui dessert le territoire d'un bout à l'autre, et 8 500 passagers qui font le voyage en train. À ces circulations matérielles s'ajoute la versatilité des jeux d'influence politique et économique, le territoire ayant tour à tour été moteur d'industrialisation et subordonné de la métropolisation. Si le territoire est aujourd'hui marqué par la déprise industrielle dont témoignent les anciens sites de production devenus friches, cela ne saurait occulter l'hétérogénéité des dynamiques à l'œuvre entre un fond de vallée indéniablement en déclin et des coteaux devenus attractifs, forts d'une démographie vigoureuse. Tout cela fait de la vallée du Gier un territoire complexe à penser et à projeter, un territoire jusqu'à présent façonné et malmené par les activités humaines, un territoire qu'on voudrait finalement voir s'exprimer. Pour penser le futur de ce territoire éminemment anthropocène, nous avons le plaisir de recevoir deux invités de terrain qui ont daigné se prêter à l'exercice de la prospective. L'une est maîtresse de conférences en études urbaines à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Ses recherches portent sur les stratégies de redéveloppement des villes industrielles, les transformations des outils et politiques d'aménagement urbain et les processus de dévalorisation territoriale. Christelle Morel-Journal, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. L'autre invité est directeur adjoint de l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise, EPUR, après avoir exercé pendant 10 ans à Saint-Étienne Métropole comme responsable de la planification et de la prospective. Il porte un regard de praticien sur le territoire par les nombreuses études qu'il a co-dirigées et les acteurs qu'il appuie depuis maintenant 20 ans. Ludovic Meyer, bonsoir et merci à vous aussi d'être là. Merci à vous. Bonsoir. Nous commençons donc d'emblée par une première question. À quelle échelle doit-on réaliser la prospective d'un interterritoire comme la vallée du Gier ? C'est-à-dire quel périmètre géographique et quels acteurs doit-on prendre en compte quand les limites du territoire sont elles-mêmes floues et dynamiques à travers les âges. Donc, qui veut commencer à répondre à cette question de l'échelle ? Ouais, je vais commencer. Si Christelle veut commencer, pas de souci. Je lui laisserai la partie plus académique. Moi, je suis le praticien. Déjà, ma première réaction, avant de répondre à la question, c'est déjà par rapport à l'introduction. Belle introduction, mais pour le praticien que je suis, elle est un peu trop enjolivée ou peut-être un peu trop anthropocène, quoi. Il y a un truc qu'on oublie, c'est que, vous l'avez dit, 180 000 habitants, c'est quand on a une acception un peu large de la vallée du Gier. Pas strictement le fond de vallée, bien évidemment, les coteaux qui l'enserrent, et aussi l'ouverture qu'elle a sur la vallée du Rhône, et aussi ce qui la domine un peu, le plateau mornantais. Donc avec tout ça, 180 000 habitants, et n'oublions pas ça. La ville de Saint-Étienne, c'est 170 000, 172. Donc globalement, c'est quand même un territoire aujourd'hui très habité, c'est un territoire vécu, c'est un territoire où des histoires familiales, personnelles, secrets. Donc c'est pas du tout contre l'introduction, mais puisque je suis le praticien de la bande ce soir, quand on parle de la vallée du Gier, on a mené des travaux avec l'agence urbaniste de Lyon pour le compte du pôle métropolitain. On emmène actuellement pour Saint-Étienne Métropole dans le cadre d'un projet partenarial d'aménagement. C'est une procédure qui vise à accompagner les projets locaux et qui est très accompagnée par l'État. Finalement, quand on interroge les acteurs de terrain,
pas forcément quand on fait de la prospective, je vais y venir, et quand on interroge les acteurs de terrain, il y a un peu deux visions qui s'affrontent. Une vision de ceux qui vivent la vallée du Gier, et puis la vision de ceux qui ne l'aperçoivent que comme une utilité métropolitaine. Alors il y a eu plein d'utilités de la vallée du Gier, une utilité économique, une utilité politique, mais il y a aussi une utilité aujourd'hui métropolitaine, c'est-à-dire que c'est le territoire où on passe. On passe où on ne s'arrête pas et on transite entre deux centres métropolitains. Et ça, c'est quand même très à confronter avec la vision des acteurs de terrain, ceux qui y vivent, les 180 000 habitants peut-être, mais peut-être aussi dans une vision simplement ligérienne et peut-être stéphanoise du terme, les collégiens qui étudient, les lycéens qui étudient, les industriels qui sont présents et qui développent leur activité. Finalement, eux, ils ont pas tout à fait la même vision de la vallée du Gier, ils ont une vision de la vie quotidienne. Donc déjà, c'est en partie répondre à la question des territoires. Oui, après, sur l'exercice de prospective, moi, il me semble qu'il ne peut pas être conduit, et en tout cas, nous, on essaie de jamais le conduire seulement vis-à-vis de l'objet. En l'occurrence, l'objet, la vallée du Gier. On peut aborder en prospective la vallée du Gier dans plein de sens différents. Donc la première question que nous on se pose, c'est quoi le cadre prospectif en fait. On cherche à faire de la prospective sur la vallée du Gier, mais dans quel cadre? Si on fait de la prospective de la vallée du Gier pour répondre peut-être à, par exemple, une prospective sur des déplacements du quotidien, on va la faire à l'échelle des quartiers de la vallée du Gier. On ne va pas forcément la faire à l'échelle métropolitaine. Donc la première question qu'on se pose, nous, en tout cas, souvent, c'est le cadre prospectif. Est-ce que c'est celui de l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne? Ça permet d'avoir une vision de la vallée du Gier, mais qui n'est qu'une vision. Est-ce que c'est celui de la métropole de Saint-Étienne? Le cadre prospectif, c'est une autre vision. Alors, elles peuvent s'imbriquer. Oui, alors comment concilier ces deux visions, parce qu'elles sont nécessaires toutes les deux? Alors, on y viendra peut-être après. Et puis, en fonction de ce cadre, la prospective... elle s'adapte, elle a des modes, elle a des rites, elle a des modalités d'exécution. Voilà, tout ça, on y rentrera peut-être dans notre discussion de ce soir. Mais d'abord, la première chose, c'est de définir le cadre. Et puis, on pourrait aussi définir le sujet, avoir une entrée par le sujet. Parce que l'objet, c'est la vallée du Gier, mais après, dans la vallée du Gier, il y a plein de sujets. C'est quoi? C'est le développement économique, c'est le bien-être, c'est l'impact sur le changement climatique, c'est la place de ce territoire que vous qualifiez d'interface entre Lyon et Saint-Étienne, mais dans quel cadre? Voilà, donc tout ça, soit on rentre par le cadre, soit on rentre par le sujet. On sait que l'objet, c'est la vallée du Gier, mais au final, tout ça, ça questionne les périmètres, ça questionne les visions, et j'ai essayé de vous l'illustrer rapidement dans mon introduction. Quand on rencontre les acteurs et qu'on leur dit c'est quoi la vallée du Gier pour vous, les réponses sont très diverses. Il y en a pour qui c'est juste le territoire qu'on traverse, il faut pourvu qu'on le traverse le plus rapidement possible, pourvu qu'on arrive à notre point d'arrivée à Lyon, notre point d'arrivée à Saint-Étienne. Et puis il y a ceux qui vont vous dire non mais attendez, nous on y vit, donc globalement on en a une vision complètement différente que celle de la simple utilité. Voilà, voilà pour mon introduction. J'ai pas complètement répondu à la question, j'ai commencé à donner quelques pistes. Merci. Et vous, Christelle, Christelle Morel-Journel, quelle est votre perception de la question des échelles? Quentin, j'ai été contente d'entendre, de relever dans votre question que, qu'il y avait un appel à une nécessaire prospective concernant la vallée du Gier, puisque, à quelle échelle doit-on? Donc ça, c'est plutôt positif. Après, effectivement, il y a pas mal de questions dans votre question de départ, et en fait... celle sur laquelle je voudrais intervenir dans un premier temps, c'est cette question d'échelle et de périmètre. Et il me semble quand même que, sans les écarter tout à fait, c'est quand même la première qui est beaucoup plus fructueuse pour commencer un exercice prospectif, qui doit bien commencer par un problème pour devoir ensuite se dérouler. Parce que la question des périmètres, pour plein de raisons qui sont assez connues, évidemment, les dynamiques territoriales ne sont pas périmétrées, jamais. J'ai pas besoin de grandes démonstrations à faire ici, notamment dans des contextes de mobilité accrue des capitaux, des marchandises, des personnes, etc. Dès l'instant où on dit périmètre et acteur, je trouve qu'on rejoue encore une fois cette configuration du paradigme territorial
français qui, à un territoire donné, fait correspondre un gouvernement, une population, et puis on ne s'en sort pas vraiment. Donc, voilà, quantité de chercheurs, de Michel Luceau à Martin Vanier, plaident pour d'autres manières d'appréhender les choses. Et puis, cette vallée du Gier, donc, qui n'existe pas, alors vous l'avez décrit tout à l'heure en termes géographiques, mais qui en même temps est, dans ma perspective à moi, plutôt une construction socio-économique, géo-économique, dont l'existence arrive plutôt au cours du XVIIIe siècle et qui est complètement sanctionnée, si je puis dire ça, par l'ouverture de la ligne de chemin de fer en 1832 en direction de Lyon. Cette vallée du Gier, elle est l'héritière de nombreux découpages. Et notamment, je ne vais pas développer particulièrement ça, mais notamment les découpages communaux du 19e siècle, puisqu'un certain nombre de communes ont été créées à ce moment-là. Je pense à Lorette, par exemple, en 1847, pour citer quelques noms. Et ces découpages communaux sont des héritages des intérêts industriels, pour le dire de manière un peu simple. Et ces intérêts des industriels, en tout cas ces découpages, se sont imposés en quelque sorte jusqu'à devenir des supports d'identité politique communale très forts et qui l'est aujourd'hui assez difficile de dépasser. Donc cette entrée par les périmètres, je me dis que c'est celle-ci qui contribue à faire ressasser les choses sur la vallée du Gier, parce que après tout, depuis les années 80-90, je pense que les enjeux de développement économique, social de cette vallée sont bien identifiés. Voilà. Et la question maintenant, avec tous ces périmètres et tous ces acteurs, c'est plutôt comment on les transcende pour faire autre chose. Donc, ça revient à ce que Ludovic disait tout à l'heure, sur ces multiples échelles. Moi non plus, je ne vais pas avoir de réponse sur métropole lyonno-stéphanoise, les deux métropoles, prendre en compte cette spécificité aussi de combinaison de double dynamique métropolitaine. Voilà, je sens que vous voulez poser une autre question. Oui, tout à fait. Alors, quelle méthodologie faudrait-il employer pour réaliser une prospective si la question de l'échelle ne doit plus être centrale et si les acteurs impliqués doivent être aussi multiples que possible? Donc, comment réaliser méthodologiquement une prospective? Peut-être Ludovic, qui avait l'expérience de la prospective par votre métier. Comment concrètement, puisque des études prospectives ont été menées sur le territoire, qui ont embarqué à certains acteurs qui ont eu certaines méthodologies. Donc, comment vous positionnez-vous par rapport à ces prospectives qui ont été menées et quelle serait la méthodologie idéale pour transcender ces échelles? Je vais éviter de me positionner par rapport à des travaux qui me dépassent, mais parfois, je vais essayer d'assumer ce qu'on essaie de mener, nous. Déjà, faire un constat, c'est que l'agence urbaniste de la région stéphanoise, on ne lui demande pas souvent de faire de la prospective au vrai sens du terme. Premier élément. Parce qu'on est aujourd'hui dans une culture administrativo-politique de l'immédiateté, de la réalisation, du concret, peut-être parfois, et si j'avais un propos un peu plus critique, de l'inaugurable. Mais c'est pas forcément que négatif. Quand on se réfère un peu historiquement, comme une agence qui a été créée dans les années 60 peut le faire maintenant, il y a eu des visions prospectives de la vallée du Gier, portées par des gens illustres. Illustres, c'est pas parce qu'ils ont eu des fonctions importantes, y compris nationales. Voilà, Antoine Pinet, il avait une vision prospective de la vallée du Gier. C'était la sienne, celle de son époque. Bon, on n'est pas là pour la juger. Il a essayé de la mettre en œuvre. Après, elle se confronte souvent, et pas pour revenir sur les périmètres et la démocratie, et les périmètres de la démocratie, etc., mais il a essayé de créer un grand Saint-Chamond tellement grand qu'il le voyait aller des portes de Saint-Étienne jusqu'à Rive-de-Gier. C'était une vision prospective. En plus, qu'il essayait d'appliquer en plus dans une vision politique des choses, avec tout l'entre-gens et toute la puissance qu'il pouvait avoir à l'époque où il le faisait. Président du Conseil, voilà. Enfin, c'était quand même un homme politique de poids pour son époque. Au final, constatons une chose, c'est qu'il a réussi à faire le Grand Saint-Chamond.
Alors, certains diront c'est déjà pas si mal, mais il n'a pas réussi à faire le Grand Saint-Chamond à l'échelle de la vallée du Gier. Et si on refait l'historique, c'est que sa vision prospective, encore une fois, elle a jugé ou positionné dessus, elle a échoué à une voix près dans une commune. C'est-à-dire qu'un conseiller municipal d'une commune, je crois l'Orme, pour ne pas faire d'erreur, les historiens me corrigeront sinon, mais un conseiller municipal d'une commune, celle de l'Orme, a fait capoter le Grand Saint-Chamond, au sens de la vallée du Gier. Donc on peut bien avoir toutes les méthodes prospectives. Là, j'en décris une très politique, très peut-être descendante. On les construirait plus comme ça, et les politiques les construisent plus comme ça aujourd'hui. Au final, qui échoue aussi sur la réalité administrative, politique, dans l'interface qui était celui de l'époque. Aujourd'hui, on se questionne souvent, nous, pour se dire, et je vais paraphraser Antoine de Saint-Exupéry, donc je l'avais un peu préparé parce que j'ai lu Antoine de Saint-Exupéry comme chacun d'entre nous, mais je ne le lis pas non plus tous les jours. Mais il y a une phrase qui est utilisée, que je vais dire ma source, hein. Elle ressort d'un document qui a été fait dans les Pyrénées-Atlantiques par une agence d'urbanisme. Donc vous voyez, c'est même pas du tout en région stéphanoise. Mais Antoine de Saint-Exupéry il disait quelque chose, il disait « Seul compte la démarche, car c'est celle qui dure et non le but, qui n'est que l'illusion du voyageur, lorsqu'il marche de crête en crête, comme si le but avait un sens. » Alors, ça vaut ce que ça vaut. Antoine de Saint-Exupéry, lui, ne parlait pas de la vallée du Gier ni de la prospective territoriale, mais au final, si on reprend cette phrase, l'exercice de prospective, au-delà des méthodes, etc., il me semble qu'il ne peut pas avoir comme seul objet, objet final, de définir un but à atteindre. Enfin, si on fait de la prospective pour définir un but à atteindre, un but rêvé, supposé, politique, j'en ai décrit un tout à l'heure, on risque de se tromper. Après, si on fait de la prospective pour faire de la stratégie, c'est pas mal, mais peut-être qu'on abordera tout à l'heure le passage entre la prospective et le plan stratégique. Voilà. Ça risque aussi de mener un peu. Moi, je crois surtout, et on essaye à l'agence d'urbanisme quand on en fait, on vient d'en mener un exercice de prospective à l'échelle du SCOT Sud-Loire, donc du schéma de cohérence territoriale du Sud-Loire, donc qui va de Montbrison à Rive-de-Gier et de Firminy à Feurs. Au final, ça décrit les possibles. Ça décrit les possibles et surtout, ça permet de décrire aussi ce sur quoi, au final, on imagine pouvoir avoir une influence. Mais ce aussi sur quoi on est à peu près sûr de n'avoir aucune influence. Si on met une prospective sur la vallée du Gier et qu'on parle du changement climatique à l'échelle planétaire, la vallée du Gier a des questions à se poser, comme nombre de territoires dans le monde et en France, mais à elle seule, elle ne va pas régler la question. Donc le but à atteindre d'un tel exercice de prospective, ça ne serait pas de dire on va régler le problème à nous tout seuls. Je m'exprime peut-être de manière trop simple, mais il nous semble en tout cas que la prospective ne doit se limiter à ce stade qu'à décrire des futurs possibles, qui sont des futurs possibles en plus en fonction des méthodes qui sont des futurs possibles parmi d'autres, parce que dans l'exercice de prospective, en fonction de comment vous le menez, vous pouvez avoir des vrais oubliés, enfin, des vrais éléments que vous occultez de par la méthode que vous mettez en place. Alors, je vous remercie d'être passé de la question des méthodes à celle des buts de l'étude prospective. C'était aussi une question que je comptais vous poser. Donc, Christelle Morel-Journel, si vous voulez rebondir sur à la fois les méthodes et l'utilité d'une prospective territoriale. Peut-être en préalable reconnaître deux choses. D'abord que effectivement l'histoire des approches prospectives est un peu longue maintenant et que je pense, et c'est évident, et des chercheurs comme Stéphane Cordobès l'ont bien montré, y compris dans des cours et des travaux qu'il a conduits avec l'école urbaine de Lyon. Il y a différentes approches de la prospective. On ne peut plus faire de la prospective aujourd'hui comme on en faisait, ne serait-ce que dans le dernier grand exercice prospectif de la DATAR, territoire 2040. Donc, première chose. Deuxième chose, en tirant parti de ce que Ludovic a dit tout à l'heure sur les territoires vécus, c'est reconnaître que cette vallée du Gier élargie, parce que voilà, je voudrais vraiment pas qu'on la limite au fond de vallée. La vallée, c'est toujours le fond de vallée et les coteaux. En tout cas, il me semble que les travaux de l'agence le montrent. Et puis, il y a tellement d'interactions, de complémentarité entre
les deux espaces, que c'est cette vallée élargie dont il faut parler, et reconnaître que c'est un espace de cohabitation multiple, habité de multiples manières. Penser son avenir, pour moi, alors je ne vais pas répondre sur la méthode, mais en tout cas, il me semble que des enjeux préalables que l'on peut poser avant d'en arriver à une problématisation qui, effectivement, pourrait lancer une méthode, il y a un enjeu, c'est celui des parties prenantes. Qui on met autour de la table pour faire une prospective de la vallée du Gier? Il me semble qu'il y a la question des habitants, évidemment, des usagers de cette vallée, et puis peut-être de manière très élargie, comme on le dit aujourd'hui dans les exercices de prospective, d'autres acteurs, les non-humains. Vous nous avez fait une suggestion qui est extrêmement intéressante, mais cette vallée qui a été complètement façonnée par les logiques productives de l'Anthropocène, pour le coup, c'est aussi avec elle, avec la rivière qui l'anime, avec le réseau hydrographique de manière globale qui l'anime, se jette dans le Rhône, sur lequel il y a aussi des dynamiques de travail extrêmement intéressantes à ce titre-là. Et bien peut-être ça c'est un élément pour renouveler les capacités de problématisation sur un espace sur lequel tout a été dit. Donc renouveler le cadre amont de la prospective, ça me semble extrêmement nécessaire pour effectivement penser ce drôle de territoire. En complément, renouveler le cadre, les questionnements, mais j'insisterai sur les questionnements. Parce qu'aujourd'hui, on en a... Christelle l'a dit, tout a été dit sur la vallée du Gier. Ou à peu près. C'est pas pour autant qu'une fois qu'on a tout dit, on a l'impression de maîtriser, que ça projette dans l'inconscient collectif ou dans les actes politiques ou collectifs ou individuels une vision prospective. Il me semble, moi, qu'aujourd'hui, les questionnements, comme le disait Christelle, peuvent plus être seulement ceux de l'économie, ceux des transports. Voilà. Évidemment, ils font partie d'un ensemble. Il ne s'agit pas de les nier. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Et en plus, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter là, mais peut-être qu'on développera tout à l'heure dans la discussion. On ne peut pas s'arrêter là au sortir, on l'espère tous, mais enfin, en tout cas, ou en pleine crise pandémique et sanitaire. Parce que si on regarde, et qui suit une crise sociale, comme la France n'en avait pas connue depuis des dizaines et des dizaines d'années, et qui est encore là, sous-jacente. Et où ces deux éléments-là questionnent la vallée du Gier, au moins au même titre que son développement économique, que la qualité des systèmes de transport qui la traversent, qui ne sont finalement que... je serais critiqué, je le sais, sur la partie économique, mais sur la partie infrastructure, qui ne sont que des utilités, en fait. Cette vallée, de ce dont elle souffre en matière prospective, c'est que justement, elle est presque un impensé. On a fait un petit exercice un jour, parce qu'on a beau tous être des connaisseurs de notre territoire, on a juste pris une règle graduée. Et en fait, on a juste pris une règle graduée, on a mesuré, alors pour les Stéphanois, ça va leur parler, mais la distance qui sépare le Guiset de l'hôpital Nord, on a mesuré, et on a reporté ça à l'échelle de la vallée du Gier. Et bien, vous allez du centre de Saint-Chamond à la gare de Rive-de-Gier. Pour pas dire le centre de Rive-de-Gier, à quelques centaines de mètres près. Et globalement, aujourd'hui, le fonctionnement urbain de la vallée du Gier, sous toutes ses formes, il n'est pas pensé comme entre le Guiset et l'hôpital Nord. Entre le Guiset et l'hôpital Nord, pour ceux qui ne sont pas stéphanois, c'est la ville de Saint-Étienne. Est-ce qu'on imagine avoir un fonctionnement politique, avoir un fonctionnement d'organisation urbanistique, d'organisation des fonctions, qui soit si différent que ça, ou en tout cas pas mis en lien entre les quartiers sud de Saint-Étienne et les quartiers nord de Saint-Étienne? Ils font partie de la même entité, de la même ville, et au même périmètre géographique, à la même distance géographique. De Saint-Chamond à Rive-de-Gier, vous avez 6 ou 7 communes, 6 ou 7 entités, 6 ou 7, avec chacune son propre système, son propre... Voilà, donc évidemment tout ça évolue, parce que les structures politiques évoluent, etc. Mais n'empêche que le fonctionnement, il n'est pas pensé à la même échelle. Enfin, il est de la même échelle, mais il n'est pas pensé de la même manière. Et que ça, c'est quelque chose qui,
qu'on a redécouvert, alors qu'on est souvent un peu tout stéphanois. Pour certains originaires de la vallée du Gier, on s'est dit, mais mince. Mais quand même, quoi, c'est la première chose à dire, quoi. Ces 10 km-là, finalement, entre 10 et 15 km-là, aujourd'hui, ils n'ont pas du tout le même... Ils ne sont pas du tout appréhendés, interprétés de la même manière et surtout avec la même prégnance. Donc, est-ce que les travaux prospectifs qui ont été réalisés jusqu'à présent n'ont pas échoué dans le sens où ils n'ont pas réussi à faire réfléchir et à penser le territoire? Bien que tout ait été dit sur le territoire, il reste un territoire impensé, c'est ça qui est un peu le paradoxe. Donc, ma question, c'est est-ce que la prospective devrait encore être une stratégie pour le territoire? Ou à vous entendre, est-ce que ça ne devrait pas être un outil permanent de réflexion continue, impliquant des acteurs multiples? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un quotidien de la prospective, de l'exercice prospectif, comme il peut y avoir un quotidien de la question de l'aménagement à l'échelle d'une ville? Mais là, donc à l'échelle d'un interterritoire, comment du coup penser, puisque vous m'avez invité à penser cette question, comment penser le territoire de demain quand on sait, quand tout a déjà été dit dessus? C'est effectivement un peu paradoxal, c'est-à-dire que dans ce qui est resté le paradigme anthropocentré, productif, etc., voilà, beaucoup de choses ont été dites, les études s'empilent, beaucoup de scénarios, effectivement, d'évolution ont été proposés. Le dernier en date est sans doute celui de la néo-industrialisation qui avait été porté par le Conseil de développement de Saint-Étienne Métropole et qui avait rallié à cela, dans le cadre du pôle métropolitain, 3 autres conseils de développement. Mais l'enjeu, c'est bien et ce que vous dites sur cette prospective continue le montre, c'est bien effectivement de changer de paradigme pour le coup, pour appréhender cette territorialité et l'appréhender dans des dimensions qui, pour l'instant, sont restées négligées ou en tout cas toujours appréhendées de manière fonctionnelle. Je pense même à la rivière, alors qui a été exploitée au temps de l'industrie, qui s'est agi à un moment de renaturer, et tant mieux pour tout ça. Mais je crois qu'il y a ici des éléments constitutifs, vivants de cette vallée qui ont disparu, qui ont été un peu enfouis derrière, effectivement, les services rendus en termes globaux et à l'échelle des deux métropoles de cette vallée. On peut en penser... je peux revenir aussi à un conflit qui a animé, pour le coup, le système d'acteurs lyonno-stéphanois métropolitain jusqu'à il y a quelques mois, qui continue ici ou là, qui est la question de la deuxième autoroute, qui est la question de la 45, avec un tracé qui passait sur les coteaux du Lyonnais pour se substituer peu ou prou à celui de la 47, qui, au passage, n'est pas qu'une voie de transport entre Lyon et Saint-Étienne, et qui redonne toute la matérialité et la réalité de cette vallée. C'est avant tout des trafics entre les petites villes de ces vallées qui s'y déploient. La question de la 45, lorsqu'elle a été abandonnée, les réflexions en termes de... la 45 qui a été abandonnée avec raison. Une fois que la décision est prise, quelles sont les conséquences pour la vallée du Gier? Ça ne fait que renforcer son caractère de territoire servant. Je ne fais en fait que conforter l'idée d'une urgence de cette prospective. L'inventer au quotidien, je ne sais pas si les acteurs y sont prêts, parce que tout ce qu'on se raconte ici, c'est la nécessité d'une prise en charge politique de cette vallée qui est découpée, on se l'est dit aussi, en de multiples territoires au sens gouvernement du terme. Donc peut-être qu'il y a, en tout cas du côté de Lyon, une configuration intéressante avec une métropole qui pense aujourd'hui son développement autrement que par celui qui pense ses relations avec les territoires environnants, je vais dire ça comme ça. Et peut-être que du côté de Saint-Étienne, il y a aussi l'enjeu à ne pas trop durcir son territoire, à ne pas trop marquer à Rive-de-Gier l'entrée de sa métropole, mais bien
de continuer d'essayer de construire, et le pôle métropolitain a sans doute un rôle intéressant là-dessus, d'essayer de construire cette nouvelle vision que je ne sais pas bien qualifier, anthropocène, c'est un peu facile, de la vallée du Gier. Oui, donc le pôle métropolitain qui comprend le Grand Lyon, Saint-Étienne Métropole, Vienne Agglomération et Nord-Isère. Villefranche. Et Villefranche, voilà. Et donc c'est une forme d'organisation, mais qui n'est pas politique. C'est une organisation... Si, elle est politique. C'est une entité politique. Après, alors comment expliquer qu'elle achoppe parce à penser le territoire? Aujourd'hui, dans l'organisation territoriale française, sans vouloir me faire reprocher des choses après cette émission, c'est un nain politique. Enfin, c'est quoi un pôle métropolitain aujourd'hui? C'est une trentaine d'élus, 4 présidents ou 5 présidents, et puis c'est une structure technique qui pèse à 4 ou 5. Voilà, ça pèse rien. Vous prenez la métropole de Lyon, la métropole de Saint-Étienne, c'est pas des nains ni politiques, ni administratifs, ni de gestion de projet. Voilà. Donc après, je sais pas s'il faut non plus toujours être sur ces espèces de vieux réflexes en fait, qui consistent à dire que par l'exercice de prospective, on arriverait à tourner vers un dessin visant à mettre la vallée du Gier vers une espèce de modernité. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui nous questionne, déjà parce que ça paraît un peu injurieux, déjà parce que les 180 000 habitants qui y habitent, ou les 80-90 000 qui sont les Stéphanois de la bande, là, ils n'ont pas du tout l'impression de vivre dans quelque chose qui est si nommable que ça. Hein. Il n'y a que ceux qui traversent, ne vous inquiétez pas, hein, les enfants vont à l'école, ils ont au collège. Voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi les traiter avec respect. C'est pas juste un territoire où il ne se passe rien, où il n'y a pas de culture sociale, où il n'y a pas... Voilà. Et on lisait récemment des articles de Jean Viard qui justement posent cette question-là. Aujourd'hui, au sortir de la pandémie, ou aujourd'hui, dans la société moderne d'aujourd'hui, c'est quoi la modernité? C'est des actes d'aménagement forts ou c'est un esprit des lieux? Il y a aussi ça. Hein. Enfin, aujourd'hui, la vallée du Gier, c'est aussi un espace où il y a un esprit des lieux. Croyez-moi, en aménagement et urbanisme, il y a des territoires qui sont aménagés, peut-être mieux, dont on parle beaucoup, qui n'ont aucun esprit des lieux. Aucun. Après, la prospective n'est pas seulement destinée aux territoires innommables ou dévalorisés. Je crois que quand même, dans le contexte où l'on est aujourd'hui, hein, de processus globaux, il y a été fait allusion sans beaucoup de projections sur leur modalité d'atterrissage, de combinaison locale. Je pense que c'est quand même des questions, cette manière d'agencer un peu des scénarios d'avenir, pour le coup, sans qu'il soit prescriptif, sans qu'il désigne de manière extrêmement rigide et finalisée des lignes de conduite. Ce sont quand même des démarches qui sont destinées à ouvrir les esprits, je vais dire ça comme ça, à travailler véritablement, et qui me semble, ne serait-ce que de manière procédurale, extrêmement intéressante pour... on parle beaucoup des élus et des techniciens, mais dans mon esprit, c'est pas seulement les habitants et leur manière effectivement de vivre et d'habiter dans ce territoire, de le combiner à leur manière, me paraît effectivement une partie prenante indispensable à cette prospective. Un exemple qui m'a, moi, beaucoup marqué, qui m'a marqué comme d'autres événements, mais je crois que c'est dans le cadre de POPSU, Christelle confirmera si je fais erreur. Il y a eu une enquête faite dans les écoles de Rive de Gier, dans les classes de CM1, CM2. Alors, je ne sais plus si c'est POPSU ou si c'est des étudiants de l'IUG, l'Institut d'urbanisme de Grenoble, qui viennent faire parfois des résidences dans la vallée du Gier, qui peut-être le font encore, et qui étaient allés dans les classes primaires de CM1, CM2 de la commune de Rive de Gier. Et ils avaient interrogé les enfants, ils avaient travaillé avec les enfants. Et la première chose qui ressortait, ça paraît, c'était l'accès à la nature, l'espace de récréation, le coin pour des trucs d'enfants. Sauf qu'on se dit, mais ça m'avait marqué, parce que je me dis, mais c'est quand même pas des enfants de région parisienne, quoi. On a l'impression que globalement la nature, elle est juste là, quoi. Elle est à 2 minutes. Oui, elle est à 2 minutes, mais sauf que ces enfants-là, aujourd'hui,
Ce n'est pas les enfants de ceux des années 70 comme moi, ou ceux des années 80 ou 90. C'est pas forcément la même culture urbaine. C'est pas forcément non plus les mêmes moyens. La ségrégation spatiale a quand même fait son œuvre dans des centres-villes comme Rive de Gier, par exemple. Donc c'est pas forcément des enfants qui ont accès à la grande nature que l'on cite souvent quand on est sur le contournement de Saint-Chamond ou quand on est dans le train. On dit, ah bah Saint-Chamond, enfin le paysage s'ouvre. Et puis, oui, c'est vrai. C'est vrai que les paysages sont somme toute sympathiques. Certains diront magnifiques. En tout cas, moi, c'est les paysages de mon enfance et j'y suis attaché. Mais pour autant, il faut prendre conscience que les habitants d'aujourd'hui, et notamment ces enfants-là, ils n'ont pas accès à ça. Il suffit d'aller se balader dans le parc du Pilat le week-end, vous verrez, c'est pas la population du fond de vallée du Gier que vous trouvez. Hein. Pas du tout. Donc il y a aussi, derrière l'exercice de prospective, je trouve, une forme aussi de révélation ou de re-questionnement, en fait, des lieux qui doit être fait à l'aune de ce qu'ils sont devenus suite aux différentes crises ou pas, mais il n'y a pas que des gens en crise dans la vallée du Gier, il y a aussi des gens qui y croient, il y a des porteurs de projets, voilà, donc ces gens-là, ils sont aussi dans une forme de projection plutôt que de prospective, où finalement ils veulent aussi que ce territoire s'en sorte, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas continue à évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui doit être entendu, c'est quelque chose qui doit être perçu par un exercice de prospective. Et je rejoins donc Christelle sur les acteurs à associer. C'est pas que des acteurs dont je suis un des représentants, dont Christelle peut être une des représentantes, dont les politiques sont des représentants. Voilà, c'est aussi des acteurs de terrain, culturels, sociaux, qui eux ont une vision prospective de la vallée du Gier, et la vision prospective de la vallée du Gier ne peut pas être qu'héritée en fait. Parce que si elle est héritée, alors on reprend les écrits de Georges Guay, et puis voilà, il y a des gens qui ont une vision prospective un jour. Hein. C'était des industriels, et puis ils se sont mis d'accord, ils avaient des intérêts pour ça, et puis il y avait l'exploitation du charbon, puis après c'est passé à des systèmes de transport, et puis voilà, et puis après c'est des gens qui avaient des perspectives de développement économique important, et puis il y a eu une rupture à un moment. La région lyonnaise et la région stéphanoise, à part 2 fois dans l'année pour des raisons de ballon, en fait elles passent plus de temps à travailler ensemble qu'à s'opposer hein, dans l'histoire. Sauf qu'à un moment, il y a eu une rupture. Et cette rupture, elle est quand même due aussi à l'exercice de prospective. On ne peut pas passer sous silence ça. Nous, dans le système anthropocène, que vous balayez bien mieux que moi, et bien plus intelligent que moi, nous, on se place dans une forme de participation avec des visées prospectives d'urbanistes et d'aménageurs. Les urbanistes et les aménageurs, il faut aussi qu'ils se tapent sur le ventre un peu. Hein. C'est-à-dire quand, dans les années 60 ou 70, l'État décide, dans une vision prospective, d'aller créer une extension à l'est de Lyon. Quand des agences urbanistes, dont la mienne, hein, dont celle dans laquelle je travaille aujourd'hui, dans à peu près les mêmes années, font des exercices de prospective pour dire, n'inquiétez de rien, la région stéphanoise va gagner entre 200 et 250 000 habitants, il faut créer Saint-Étienne-sur-Loire, etc., qui se transforme peu à peu dans des livres blancs, etc., avec des extensions dans le Forêt. Ce qu'on a perdu avec tout ça, c'est que Lyon a commencé à regarder à l'est, que Lyon a regardé au nord. Marc Bonneville en parlerait mieux que moi. Et que ceux qui en ont pâti, alors bien sûr, ils n'ont pas pâti que de ça, ils ont pâti aussi de crise économique, de rupture économique très forte sur lesquelles ils n'avaient aucune maîtrise, particulièrement localement en tout cas. C'est les vallées de l'Ondaine et la vallée du Gier. Hein. Même constat, même combat. Hein. Donc finalement, il y a aussi des visées prospectives qui peuvent aussi apporter... pas que du... C'est pas un idéal. C'est pas l'idéal au sens quand il est mené... il est toujours mené à une époque, et on ferait mieux aujourd'hui peut-être de mener des exercices de prospective de notre époque. Et ça serait intéressant qu'on puisse en discuter avec Christelle. Oui, merci pour cet éclaircissement méthodologique, justement. Donc plutôt réaliser une prospective par une espèce d'urbanisme du quotidien, ou prendre en compte les dynamiques habitantes, mais chemin faisant, conduirait aujourd'hui à écrire le futur plutôt que le projeter aujourd'hui pour dans 30 ans. Si je résume le propos. Et donc Christelle Morel-Journel, par rapport à ce point de vue qu'évoque Ludovic Meyer. En tout cas, je crois que ça relève ce que dit Ludovic et ce qui est engagé ici. Ça relève
une forme d'exigence de sérieux du diagnostic, si on emploie encore ce terme-là pour dire que ça va être le point de départ d'une problématisation très forte sur ce territoire élargi. Je continue à le dire comme ça. Un sérieux du diagnostic au-delà de ces approches sectorielles qui ont été faites et bien faites, et en regardant aussi dans ce qui est analysé, ce qui engage l'avenir ou pas de la vallée du Gier. Je voudrais aussi appuyer ce que dit Ludovic sur les dynamiques ou sur les appétits débattants alors je connais de manière inégale les différentes sociétés locales de la vallée du Gier, pour dire ça comme ça. C'est sans doute celle de Ris-de-Gier que je connais un peu mieux. Et il est vrai que certains acteurs culturels, économiques, chefs d'entreprise, réseaux de chefs d'entreprise, eux aussi pensent leur territoire d'action, leur territorialité d'action, pour le dire dans des termes qui me paraissent plus justes. Et certains d'entre eux, y compris en présentant des listes d'acteurs économiques aux précédentes municipales, ont bien montré dans cette sphère politique dont on peut aussi relever d'un certain point de vue la déconnexion par rapport aux attentes. En tout cas, à côté de cette scène politique, il se passe de multiples choses qui font que ces acteurs-là engagent des visions de ce territoire-là en rejoignant des territorialités qui actualisent celles de l'industrie ou des migrations. Par exemple, pour poursuivre l'exemple de Ris-de-Gier, alors petite ville industrielle, 15 000 habitants, qui a des accords de coopération extrêmement serrés avec un ensemble de villages en Sicile où vivent, dont viennent beaucoup de populations. Les liens sont très forts, comme avec une petite ville de Tunisie. Et ça, ce ne sont pas des choses pour l'histoire, ce sont vraiment des territorialités agissantes aujourd'hui. La campagne municipale des candidats à la mairie de Ris-de-Gier passe aussi par la Sicile, pour le dire de manière un peu rapide. Pour être bien certain de comprendre, par territorialité, vous entendez le territoire qui se fait? Par territorialité, je pense que j'exclus cette question du périmètre dont on parlait au départ, et j'essaye d'en faire quelque chose de plus mobile, de plus complexe, et qui combine systématiquement des lieux, des réseaux, des territoires parce qu'il le faut, et des échelles. Et ça me paraît aujourd'hui... à la hauteur des enjeux. Alors, c'est pas facile à faire. Il y a tout un enjeu de représentation là-dessus. Et je pense que Ludovic sera d'accord avec moi que dans le modèle de l'agglomération multipolaire qui continue à guider nos représentations de l'agglomération stéphanoise, de l'agglomération lyonno-stéphanoise, ces représentations qui tracent un trait au fond de vallée puis qui juxtaposent des petits points, ça ne dit plus rien de la réalité des fonctionnements. Donc là aussi, il y a un enjeu d'inventer vraiment autre chose en termes de représentation, ne serait-ce que des réseaux sociaux et toujours territorialisés. J'ai répondu ? Oui, merci. Et j'aimerais vous entendre sur la question en prospective de la technicité et de la nécessité, notamment dans des scénarios de transition écologique, de projeter, par exemple, l'approvisionnement énergétique d'un territoire à un certain nombre d'années en avant, du fait de la nécessité de construire ou d'adapter les infrastructures. Donc, quelle est la part de technicité qu'on peut se permettre aujourd'hui dans une prospective, sachant que vous avez balayé ou plutôt vous avez souligné l'intérêt de plutôt partir des dynamiques du quotidien, des dynamiques habitantes de cette territorialité. Donc, comment intégrer la technicité dans la fabrique du territoire, puisque cette technicité se projette dans le futur. Question complexe, surtout quand elle s'adresse à un technicien. Parce qu'en fait, c'est ça mon statut, moi. Après,
Nous, les urbanistes, c'est pas prétentieux, hein. Mais on a la culture qu'on vous a inculquée à l'école. Donc, je regarde Christelle. On a l'impression d'avoir toutes les technicités, mais en fait, je pense qu'il y a des technicités aujourd'hui qu'on ne développe pas assez, dans mon métier en tout cas. On ne s'improvise pas sociologue, je le dis très clairement. Donc, au sens de l'appréhension de la société, au sens de l'appréhension de l'organisation de la société, de tâter le pouls de la société, on se confronte souvent à ça parce que les élus, eux, alors sous une certaine forme, qui est aussi une forme de technicité parfois, hein, politique, mais eux, la sociologie de leur territoire, croyez-moi qu'ils la connaissent, hein. Et croyez-moi que dès que vous allez les chercher là-dessus, ils sont, et ils ont raison à mon sens, très précautionneux d'être l'écho de pas seulement ceux qui les ont élus, de ceux qu'ils représentent une fois qu'ils sont élus, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc ça, c'est une technicité aujourd'hui qui m'apparaît important. Dans les agences d'urbanisme, on a la chance peut-être d'avoir les moyens de nos ambitions parfois, mais en tout cas, cet aspect sociologique est hyper important. C'est une technicité, vous ne l'avez pas citée. Après, il y a les technicités des questionnements d'aujourd'hui, vous avez cité l'énergie, etc. Là-dessus, je pense que les métiers d'urbaniste, pour penser des territoires, ou pour projeter des territoires, ou pour faire des exercices de prospective, ont vraiment besoin d'être ultra accompagnés sur cette technicité-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne la maîtrise pas tant que ça. Que j'ai tendance à penser que c'est alors je ne sais pas combien de révolutions, mais en tout cas pour ce qui concerne mon exercice professionnel, ça va être la deuxième révolution. En fait, la première des révolutions dans mon exercice professionnel à moi, je ne suis pas très vieux, j'ai 46 ans. C'est pas mal déjà, mais c'est pas très vieux. Donc j'ai pas vécu toutes les révolutions, le droit de l'urbanisme, etc. Mais la première des révolutions que j'ai vécues en tant que praticien, c'est celle de la biodiversité. Ça demandait une technicité de dingue. Aujourd'hui, on l'a presque à peu près tous acquise. Et aujourd'hui, quand on fait les documents de planification, alors, on n'est plus dans la prospective, là, on est dans le dur du dur, hein, croyez-moi. Hein. La prospective, c'est au début des documents de planification. Hein. Quand on en a parlé de la biodiversité, la prospective, elle est loin. Mais finalement, on l'a tous acquise. Et aujourd'hui, elle pose, sauf cas vraiment exceptionnel, plus vraiment de questions. Mais la deuxième révolution qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est celle que vous avez citée. Celle sur l'énergie. Que je fais un grand paquet pour pas être trop long avec le changement climatique, l'impact de ces questions sur la société qui rejoint très largement la sociologie. Hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même peut-être encore plus que la biodiversité. Parce qu'elle impacte directement le mode de vie de nos concitoyens. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il faut en avoir conscience. Alors c'est vrai qu'on est très pandémie depuis 1 an et demi, mais comme je disais tout à l'heure, 1 an avant ou 6 mois avant, il y a une crise sociale majeure. Hein. Son déclenchement, c'est sûrement des questionnements politiques qui me dépassent et qu'il ne s'agit pas de discuter ici, mais à la base, c'est un problème de capacité de vie, hein, et d'énergie. Alors si je reviens sur la vallée du Gier, croyez-moi, c'est pas le territoire où les gilets jaunes, puisqu'il faut nommer les choses, ont été les moins actifs. Hein. Dans l'acceptation dans nos métiers, on a plutôt l'impression que les gilets jaunes, c'est des gens qui vivent dans des formes d'urbanité un peu modernes, créées depuis les années 70, 80, avec des extensions urbaines. Voilà. Mais les palettes qui brûlaient sur la 47, croyez-moi, elles n'étaient pas en train de brûler parce qu'elles avaient été allumées par les gens qui habitent sur les coteaux. Peut-être qu'il y en avait, hein. Mais c'était des gens qui habitaient en ville, hein. Qui sont des gens qui aujourd'hui sont dans un système territorial, un système de vie le plus métropolitain. Parce qu'aujourd'hui, les métropolitains, c'est bien sûr ceux qui habitent le cœur de Saint-Étienne, ceux qui habitent le cœur de Lyon, pas de problème avec ça. C'est une forme de métropolisation. Mais les habitants de la vallée du Gier, mais d'autres territoires, à l'est de Lyon, au nord de Lyon, etc., les vrais métropolitains, c'est eux. Hein. Parce que eux, c'est des métropolitains qui, tous les matins, se lèvent, prennent un train ou leur voiture, dans la vallée du Gier, d'ailleurs, souvent un train pour aller à Lyon que leur voiture, et qui finalement subissent des effets complexes. Hein. C'est pas la sociologie des cadres sup dont je suis. Hein. C'est aussi, il y en a, mais c'est la sociologie aussi
Certains appellent ça la France laborieuse, la France travailleuse, voilà, comme on veut. Je ne fais pas de référence historique et encore moins politique. Mais ces gens-là, ils se sont retrouvés confrontés à une vraie problématique. Et sur la vallée du Gier, pareil que dans des extensions urbaines au nord de Saint-Étienne ou à l'est de Lyon, face à un dilemme qui est l'incapacité pour eux ou demain pour leurs enfants de pouvoir continuer à vivre comme ils le font aujourd'hui. Et ça, honnêtement, pour moi, là, ça c'est une vraie révolution. Et la révolution énergétique, bien sûr, il y a la technicité de la production d'énergie renouvelable, de la sobriété énergétique, etc. Mais la vraie révolution, elle est d'abord celle-là. Aujourd'hui, on menait une réflexion il y a peu de temps à Dunkerque sur des questions de mobilité, puisque c'est les rencontres nationales des agences d'urbanisme. On se rendait compte qu'aujourd'hui, en matière de mobilité, la révolution, elle est dure, hein, elle est terrible. Hein. Aujourd'hui, quand on veut faire une zone à faible émission contre laquelle je n'ai rien, dans le cœur de Saint-Étienne ou dans le cœur de Lyon ou dans le cœur de Paris, on commence par exclure des gens. Hein. Enfin, on commence par exclure des personnes en disant si vous n'avez pas tel type de véhicule ou si vous n'avez pas... Voilà, bon, aujourd'hui, pour acheter un véhicule hybride, il faut avoir 60 000 ou 70 000 euros dans la poche. En plus, on pourrait se questionner sur le côté énergétique. Enfin voilà, je ne vais pas aller trop loin là-dessus, mais il y a quand même quelque chose qui, me semble aujourd'hui, est un vrai défi pour la vallée du Gier, mais comme pour plein d'autres territoires. C'est ce rapport finalement entre les choses. Et nous, aujourd'hui, on se questionne beaucoup sur, non pas seulement cette question, mais sur aussi la manière dont on doit l'aborder dans l'aménagement du quotidien. En fait, grosso modo, crise sociale ou pas, pandémie ou pas, ce qui semble... on va retenir tous là, des 2 ans qu'on vient de vivre bientôt, c'est que finalement, on n'a jamais été autant chez nous. Ah ouais, ça, c'est une vraie question prospective pour la vallée du Gier. Ça veut dire quoi, être chez soi dans la vallée du Gier? Ça veut dire avoir accès à quoi? Avoir accès à quel type d'urbanité, à quel type d'aménités urbaines, à quel type... Voilà. Et je pense que ça recentre l'exercice prospectif sur le quotidien, en fait. Parce qu'évidemment, maintenant que le télétravail se répand, maintenant qu'il s'habitue, même si ça concerne finalement assez peu de gens, hein, globalement, on vient de publier quelque chose, je vous invite à aller le chercher sur le site internet de l'agence urbaniste, on appelle ça à l'heure du télétravail. Donc on a mené une réflexion sur c'est quoi le télétravail, c'est quoi en volume, c'est quoi l'impact énergétique, c'est quoi, voilà. Bon, on se rend compte que finalement ça concerne peu de gens dans des territoires comme ceux de la vallée du Gier où la sociologie, c'est quand même des gens qui travaillent dans de l'industrie, qui travaillent dans des commerces. Voilà, c'est pas des métiers qui sont tout à fait télétravaillables. Mais pour ceux qui pourront télétravailler, la première question qu'ils vont poser à leurs élus en termes de prospective, c'est d'abord celle de leur quotidien, leur logement. Ils peuvent avoir une influence dessus ou pas, en fonction de leur caractère propriétaire ou pas, puis aussi ce qu'ils ont au pied de la rue, quoi. Au pied de leur porte. Alors que dans leur dynamique de vie, ils vivaient peut-être en ayant des activités commerciales ou de loisirs, etc., à Lyon, à Saint-Étienne, parce qu'ils étaient finalement 8 heures par jour à Lyon ou à Saint-Étienne plutôt qu'être chez eux. Ça, c'est un vrai changement de référentiel. Merci d'avoir d'avoir politisé la question de la technicité énergétique, qui effectivement masque derrière les considérations purement énergéticiennes qu'on peut en avoir, des enjeux éminemment politiques et habitants. Christelle Morel-Journel, sur la question de... Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce que... Sachant qu'il nous reste assez peu de temps, 5 minutes. Je ne suis pas sûre. On peut passer à... non, je n'étais pas très sûre de. Pardon. Je n'étais pas très sûre de votre de la question. En fait, sur la technicité, je ne savais pas si vous étiez sur cette idée de continuer à se sortir des situations par des solutions techniques et scientifiques toujours. Mise en avant, parce qu'on reste quand même dans ce schéma-là, hein, y compris dans la gestion des mobilités ou d'autres, ou de la santé parfois. Donc je ne savais pas si c'était dans ce registre-là, dans un rapport à la technique dont on peut parler beaucoup, mais dont on peut se dire que effectivement les modèles servent parfois à penser. Il faut juste se rappeler que ça sert à penser et que c'est pas la réalité, que ça ne correspondra surtout pas au comportement des gens. Je crois que en la matière, il y a quantité de travaux sur les écotechnologies dans la sphère de l'habitat qui montrent bien tout ça.
tout est question de rapport à la technicité. Mais je savais. Peut-être question conclusive. Et je voudrais revenir sur un point qui a été rapidement abordé, sur la question de l'Anthropocène et de cet exercice prospectif qui nous y ramène. Celle d'écrire le paysage et d'écrire le futur d'un territoire, qui est un acte éminemment, c'est l'acte humain le plus anthropocène qui soit, celui de se penser comme force capable de dessiner le futur d'un territoire, de modeler ses paysages, d'avoir une action sur ce territoire à long terme. Et pensez-vous qu'on puisse sortir de cette vision de l'homme, au sens, l'humain dessinateur du paysage, par ce que vous avez essayé de dessiner, c'est-à-dire par l'urbanisme du quotidien, ou en tout cas la prise en compte de parties prenantes élargies. Donc, pensez-vous qu'on sorte finalement de cette vision qui nous a menés là où nous sommes par les méthodes que vous avez soulignées? Question complexe. Après, encore une fois... Les réponses courtes. Les réponses courtes. L'urbaniste que je suis ne peut pas penser que on ne peut pas mettre l'homme au cœur de nos réflexions. Enfin, si on fait de l'urbanisme, de l'aménagement, comme on veut... au final, c'est d'abord pour servir, c'est vrai, des dessins humains. Je pense quand même alors, ceux qui nous suivront critiqueront sûrement ce qu'on a fait, comme nous, on peut avoir un regard un peu critique sur ceux qui nous ont précédés. La question, elle n'est pas vraiment là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie rupture de ce point de vue. Mais par contre, je pense que si on se place dans l'Anthropocène, en tout cas tel que moi je l'entends, et comme je la reçois dans mon exercice professionnel, c'est une dualité, en fait. On essaie de se placer derrière le mot à l'échelle des temps géologiques, mais en fait, l'urbanisme, à l'échelle des temps géologiques, c'est un peu compliqué. À l'échelle du quotidien, aujourd'hui, nous, il n'y a pas une action, il n'y a pas une réflexion où, en fait, les élus nous demandent de mettre l'humain au cœur de la question. Donc, c'est une façon un peu détournée de répondre à la question, mais je pense qu'on ne peut pas... en tout cas dans mon exercice professionnel, se détourner de ça. Parce que, alors après, c'est pas pour ça qu'il faut que l'humain impose, et parce qu'il le paye. Hein. Dans la VLUG, il le paye. Hein. Vraiment, les inondations, il les paye. Voilà, et tout l'aménagement non contrôlé de cette année, il le paye. Hein. Il le paye dans la rupture de ses paysages, dans les inondations, dans tout un tas de choses. Voilà, il le paye. Donc, je pense qu'il y a aussi la société qui évolue, hein, très clairement. Très clairement, les humains d'aujourd'hui et ceux pour qui nous on travaille, en tout cas, sont pas les mêmes que ceux des années 60, c'est sûr. Ils sont sûrement un peu moins productivistes. Je crois que ce que vous venez de définir comme anthropocène, c'est-à-dire cette illusion, cette volonté de maîtrise par l'homme, disons-le avec le singulier du monde vivant, je crois nous sommes assez sûrs qu'il est en train de montrer des signes d'épuisement globaux, mais aussi des signes d'épuisement dans la capacité de gestion politique, administrative d'un certain nombre de territoires. Donc ça appelle un changement de paradigme assez sérieux, et il me semble que de tenter de mettre le vivant au centre d'un exercice prospectif sur la vallée du Gier élargie, il me semble que là, on a la possibilité non pas de négliger l'humain, mais en tout cas de l'insérer dans quelque chose de plus large, et qui contribuera aussi à lui donner des meilleures possibilités et une meilleure condition urbaine et territoriale. Oui, parce qu'on l'a assez peu évoqué, cette rivière du Gier qui coule en son centre, au centre de la vallée, mais effectivement, elle est surtout abordée pour l'instant à travers des documents, à travers le risque, la notion de risque, et la notion aussi énergétique, bien qu'il y ait des projets, notamment de découverture du Gier, à Rive de Gier. Est-ce que ce ne serait pas un angle possible pour désanthropocentrer la vision prospective, que de réintégrer en tant qu'agent propre et plus simplement comme ligne dans un document d'étude de risque, cette rivière? Oui, bon, je partage ça. Je partage ça. Après, j'ai une vision un peu moins...
enfin, qui peut être aussi négative que la vôtre sur un certain nombre d'aménagements, mais aussi une vision positive au sens où on voit évoluer, pour parler de la rivière, de la manière dont elle est prise en compte. Aujourd'hui, les process d'aménagement, et notamment à Rive-du-Gier, sont des process qui... Aller à Rive-du-Gier, là, en ce moment, on vient de détruire une verrerie séculaire. Ça a mis 20 ans de procédure, 11 millions d'euros de dépollution, mais les premiers panneaux qui sont mis, c'est pas des immeubles neufs ou des entreprises. Hein. C'est Saint-Étienne Métropole agit pour la biodiversité. Ça, c'est inimaginable. Ça aurait été inimaginable il y a 20 ans. Et je pense que les aménageurs ont pris ce virage-là, et je pense que les politiques l'ont pris aussi, parce que s'ils ne l'avaient pas pris, on ne l'aurait pas pris. Et maintenant, il faut que la population le prenne aussi. C'est-à-dire qu'elle soit aussi entraînée, éduquée, voilà, mais ayons confiance en nos enfants, peut-être, ou nos petits-enfants, je ne sais pas. Merci Ludovic pour cette conclusion, et merci Christelle également pour ces échanges. Et voilà. Merci, merci à vous d'être là. Merci. Bonne soirée.